et à tous, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de Face à Face sur canal YouTube Nkoy TV. Et ce numéro reçoit pour vous, après une longue période d'absence sur le média, notre média à nous, le professeur Théodore Ngoy Wansenga. Il est professeur, il est pasteur, il est analyste politique, il est juriste. Il va parler avec nous d'importantes questions qui défraient la chronique, notamment celle consacrée à la problématique de la nomination controversée ou une nomination pas adaptée des juges ou Boulou, Kilomba et consorts de la Cour constitutionnelle qui devait être au niveau de la Cour de cassation. Professeur Théodore Ngoy, bonsoir. Bonsoir. Professeur Théodore Ngoy, l'opinion est vraiment étonnée. Bon, je le dis comme ça, c'est une façon de parler. Qu'aujourd'hui, après pratiquement 2 mois qu'on est nommé que Boulou et Kilomba n'aient pas prêté serment, Théodore Ngoy défend les 2 juges. Il estime qu'ils ont raison de ne pas prêter serment, bien qu'il y ait une ordonnance présidentielle les nommant à la Cour de cassation. Professeur, ces revirements-là, ils sortent d'où finalement? Revirement? Qui a fait le revirement? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai été consulté dans mon cabinet et consulté au conseil et j'ai fait mon travail d'avocat. Je démontre que le président de la République n'a aucun pouvoir dans un état de droit. C'est ce que veut la constitution congolaise. C'est-à-dire un pays où la légalité, le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme sont au cœur de la construction de l'État. Alors, le président de la République ne peut pas nommer un juge à la Cour constitutionnelle à un emploi public avant 2 ans depuis la fin de son mandat. Or, les juges Kilomba et Oboulou ont un mandat en cours. Et le président de la République n'a pas de pouvoir de... voici comment est nommé un juge à la Cour constitutionnelle, au terme des dispositions de l'article 158 de la Constitution. Il y a 3 groupes de juges qui font 9 au total. Le premier groupe, c'est celui des juges nommés par le président de la République sur sa propre initiative. Le deuxième groupe, c'est le groupe des magistrats qui, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, sont nommés par le président de la République, jugent la Cour constitutionnelle, élèvent l'option dans les 8 jours de la nomination, ils cessent d'être magistrats. Ils ne sont plus magistrats. Et le troisième groupe, c'est celui des personnalités désignées par le Parlement réuni en congrès. Les mêmes dispositions de l'article 158 prévoient un renouvellement de la Cour constitutionnelle par tirage au sort tous les 3 ans. Alors, le tirage au sort qui a eu lieu en 2018 n'a plus été un tirage au sort en fait, parce que le juge Kalonda est mort la veille du tirage au sort, et le jour du tirage au sort, le juge Banyako a démissionné, il faisait partie du groupe du Parlement, et le juge Essambo a également démissionné du groupe du Conseil supérieur de la magistrature. Donc dans chaque groupe, quelqu'un avait mis fin à son mandat. Kalonda parce qu'il est mort, les 2 autres parce qu'ils avaient démissionné. Donc le président de la République a nommé un juge dans chaque groupe. C'est ce que prévoit la Constitution et prévoit les dispositions légales et réglementaires. Si le président de la République nommait un juge en violation de ces dispositions-là, cette nomination serait nulle de plein droit. Voilà. Or, nous sommes en 2020. Le précédent tirage au sort qui s'est transformé en, si vous voulez, fin des mandats circonstanciels par décès, démission volontaire. Donc, nous devons attendre 3 ans pour qu'il y ait un autre tirage au sort. Et quand il y aurait le tirage au sort, en ce qui concerne Oboulou et Noël qui l'ont donné sur le conseil, ils ne partiront pas tous les 2. C'est un seul qui quittera la Cour constitutionnelle. Vous voyez ça? Donc il n'y a qu'un... il aura le tirage au sort que d'un magistrat, plutôt pas un magistrat, d'un juge à la Cour constitutionnelle. Et donc le président de la République ne pourra nommer que l'un
ne pourra remplacer que l'un de ces juges-là, si par tirage au sort, celui qui sortait. Et donc, à tous égards, le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. Et la violation intentionnelle de la Constitution est constitutive de haute trahison. Au-delà de cette explication, on ne peut plus clair, vous êtes professeur de droit, vous comprenez bien toutes ces questions-là, mais comme le chef de l'État a des juristes outillés autant que vous, n'ont-ils pas vu tous ces détails-là pour faire comprendre l'État que non, on va vers un virage dangereux. Il s'est pourrait qu'il y ait d'autres circonstances, notamment le pouvoir le chef de l'État, il a ces pouvoirs-là régaliens de voir qui peut mieux servir où et les placer en tant que garant du pouvoir réel de l'État, professeur. Le chef de l'État, Tshisekedi, est dans un contexte politique qu'il a appelé lui-même coalition. Lorsqu'il nomme le Premier ministre, c'est au nom de la coalition. Ben, il est dit dans l'acte qui nomme le Premier ministre. Il dit, vu la Constitution, vu l'accord politique entre les CACH et les FCC, et considérant la personnalité de celui qui a été proposé par le FCC. Vous voyez, lorsqu'on dit ça et que l'on va devant le Congrès, si vous voulez, le Parlement réuni en Congrès, on fait un discours sur l'état de la nation et l'on dit, voilà, voici ce qui nous est arrivé dans le pays. Nous avons un président de la République issu de l'opposition et nous avons une majorité qui n'est pas celle du président de la République. Il reconnaît que constitutionnellement, il y a deux chefs de l'exécutif. Il y a le chef constitutionnel qu'il est, lui, avec des pouvoirs propres, limités, et le chef politique, qu'est le Premier ministre, chef de l'exécutif. Ils ont appelé ça coalition. Mais en droit français, on a parlé de coexistence ou cohabitation. Et le terme cohabitation est devenu plus connu. Le premier à expérimenter cette cohabitation, c'est François Mitterrand. Et voici ce que dit cet homme-là. Il dit qu'il va se soumettre à la Constitution. Tout sera fait conformément à la Constitution, par la Constitution et uniquement en suivant la Constitution. Et François Mitterrand sait que puisqu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'est pas son conseiller. Macron, aujourd'hui, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, il peut le changer, comme quand il veut. Le Premier ministre exécute sa politique, sa vision. Mais François Mitterrand a compris que le Premier ministre serait un chef comme lui. D'ailleurs, il allait avec Jacques Chirac dans les rencontres internationales et il s'asseyait avec lui parce que les domaines des affaires étrangères, la défense, c'est pas un domaine réservé, c'est un domaine partagé. Vous comprenez? Et donc, c'est pas le même contexte français et congolais. Ici, il y a un chef de l'État qui a été élu, il y a un chef de l'État qui a des pouvoirs assez larges, il y a un chef de l'État qui serait même, selon certains dire, le chef de cette coalition-là. Ça change un peu tout. Non, il n'est pas le chef de la coalition. Mais s'ils le disent, c'est eux qui le disent. Mais sur le plan technique, sur le plan du droit, d'abord je voudrais vous faire comprendre que le droit congolais est... C'est une copier-coller du droit français. Oui, c'est ce qu'on appelle construction mimétique. N'est-ce pas? Il y a des dispositions dans la Constitution qui sont une copie conforme des dispositions de la Constitution française. De sorte qu'un auteur a dit que la Constitution congolaise n'est que la petite sœur africaine de la Constitution française de 1958. Comprenez? Alors, à partir de là, sur le plan technique, sur le plan du droit, sur le plan de l'interprétation, on peut aussi se référer à cette comparaison, parce que la comparaison fait avancer le droit, fait progresser la compréhension du droit. Il n'y a vraiment pas de différence. C'est le monarque républicain. C'est en fait, le monarque ne porte pas les titres de monarque et il n'a pas les mêmes pouvoirs que le monarque, parce qu'ici, c'est un président de la République élu au suffrage universel, mais qui n'est pas le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Ça change tout. Ça signifie qu'il ne peut plus prendre les décisions. C'est le Premier ministre qui prend les décisions et lui contresigne en réalité. C'est comme ça que l'on s'est posé la question de savoir si Mitterrand pouvait refuser de signer des ordonnances, parce que c'est le Premier ministre qui initiait les ordonnances.
le contre-saint devient, si vous voulez, l'expression du pouvoir propre attaché au Premier ministre. Bon, dans ce cas de figure-là, revenons un peu à la question Kilomba et Oboulou. Il ne prête pas serment devant le chef de l'État. Il y a des juristes, vos collègues à vous, qui sont allés droit au but, selon eux, que Kilomba et Oboulou ont fait acte d'insubordination au chef de l'État. Ici, la maître Georges Kapemba qui l'a dit, ça mérite punition parce qu'on ne peut pas refuser les serment de leur il y a une ordonnance spéciale qui est signée et renvoie au journal officiel. D'abord, l'état de droit, c'est une culture, c'est un esprit. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un qui exerce un droit qu'il fait de l'insubordination face à un président de la République qui, lui, ne respecte pas le droit? Un président de la République qui sait, vous avez dit qu'il est entouré des juristes. Son directeur de cabinet est un juriste. Enfin, celui qui... Ben voilà. Le président de la République sait que le juge à la Cour constitutionnelle a un statut particulier. Statut particulier par rapport au mode de sa désignation, statut particulier par le titre qu'il porte, statut particulier par les conditions dans lesquelles son mandat peut prendre fin, statut particulier par l'interdiction qui le frappe après la fin de son mandat d'exercer notamment un emploi public. Et s'il était magistrat, il ne peut pas exercer la fonction de magistrat parce que pendant 2 ans, et pendant, statut particulier encore parce que pendant 2 ans, il est payé comme s'il était toujours juge à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Et donc, le président de la République ne peut pas ignorer cela. Il sait que le juge constitutionnel, ce n'est quand même pas n'importe quel juge, c'est pour ça qu'on l'appelle membre de la Cour. Ce n'est pas un magistrat. Le statut de magistrat ne s'applique pas au juge à la Cour constitutionnelle. C'est le juge pénal du président de la République. C'est quelqu'un qui peut placer le chef de l'État en détention. C'est quelqu'un qui peut condamner le président de la République. Et c'est quelqu'un qui peut ordonner la déchéance du président de la République. Donc ce n'est pas n'importe qui. Kilomba, celui qui a présidé l'audience à laquelle je comparu pour faire valoir l'irrégularité des résultats qui avaient été proclamés. Si le juge Kilomba et la composition qu'il présidait m'avaient suivi, je ne serais jamais devenu président de la République. Parce qu'on aurait annulé les élections, elles auraient été refaites, et les résultats... Donc, c'est venge à coup sûr de ce qui a été fait à la Cour. Non, mais M. Noël Kilomba, non seulement a présidé l'audience, à l'issue de laquelle M. Tshisekedi a été proclamé, confirmé, les résultats provisoires ont été confirmés, ce qui a permis à Tshisekedi de prêter serment. Et il a prêté serment devant qui? Notamment Kilomba. Mais c'est parce que c'est un juge particulier. Vous n'allez pas le traiter comme n'importe qui. Parce que le constituant a voulu le protéger particulièrement. Parce qu'il est le gardien de l'ordre républicain. Le gardien de la Constitution. Professeur, il y a des gens qui estiment qu'entre les groupes Kilomba et Oboulou sont en train de faire le chef de l'État. Que gagnerait-il? Et pourquoi on ne peut pas passer par un arrangement amiable? Parce que quand vous dites dans votre dernière publication, s'il échec, on doit saisir le Sénat pour interpeller le chef de l'État. Et si ça ne se fait pas, on va aboutir à quoi? Bon, voici la situation telle que se présente en droit et sur le plan politique. J'ai écrit au président de la République pour lui dire qu'il avait violé la Constitution en ce que le juge Oboulou et les juges Noël Kilomba, qui sont mes clients, ne pouvaient pas être nommés à la Cour de cassation. Parce qu'après la fin de leur mandat, on n'est pas dans cette hypothèse. Leur mandat n'a pas encore pris fin. Ils n'ont pas du tout démissionné. Si leur mandat avait pris fin et s'ils avaient démissionné, il serait interdit de les nommer magistrats. Parce qu'il est interdit de nommer les juges à la Cour constitutionnelle à un emploi public pendant 2 ans. Donc, voilà déjà une raison. Le président de la République ne pouvait pas les nommer. Il n'a pas le pouvoir d'aller prendre un juge à la Cour constitutionnelle, à moins que celui-ci démissionne volontairement. Et même alors, la loi lui interdit de nommer celui-là pendant 2 ans. Le juge Oboulou et le juge Kilomba, protégés par les constituants congolais,
doivent attendre le tirage au sort en avril 2021. Et tous les deux ne partiront pas parce qu'il n'y a qu'un seul par groupe qui part par tirage au sort. Donc le président de la République a violé les dispositions de l'article 158 de la Constitution. Ensuite, les juges qui ont été nommés en remplacement de mes clients l'ont été en violation de ces dispositions-là. La loi portant organisation et fonctionnement constitutionnel décide que lorsque la nomination est faite en violation des dispositions de l'article 2 de cette loi, ça c'est l'article 4, la nomination est nulle de plein droit. C'est pratiquement nul parce que les gens ne rentrent pas dans leur bureau, ils ne travaillent pas. Mais ça c'est une violence justement qui traduit l'absence de l'esprit. On rentre à la case départ. Il y a des juristes comme vous qui estiment que c'est des subordinations. Sur quoi ils font une telle argumentation? Mais je viens de vous dire que l'état de droit, c'est une culture. Le droit de contester une décision de l'autorité. C'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est l'état dans lequel le droit est le seul référent qui s'impose à l'État, aux animateurs de l'État et aux citoyens. Ceux-ci peuvent contester les décisions de l'État et les déférer devant le juge constitutionnel ou le juge administratif, selon les cas. Vous comprenez? Et donc, comment peut-on dire que c'est de l'insubordination? C'est pas possible, ça. Les juges constitutionnels, justement, n'est pas subordonné au président de la République. Il n'y a d'ailleurs aucun juge au Congo qui doit être subordonné au chef de l'État. Il n'y en a pas. Il est magistrat suprême en ce que, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, de l'Assemblée, n'est-ce pas, de cet organe, celui qui nomme, qui révoque, qui fait la promotion. C'est pourquoi on l'appelle magistrat suprême. C'est tout. Mais les juges ne lui sont pas subordonnés parce que ces juges-là peuvent les poursuivre. Professeur, ils ne sont pas subordonnés, mais si son ordonnance n'est pas signée, ils ne travaillent pas non plus. Même s'ils sont désignés par leurs organes respectifs, c'est la Cour de magistrature, l'Assemblée nationale ou ailleurs. Si son ordonnance n'est pas signée, ils vont travailler. Bon, mais comment l'ordonnance ne va pas être signée? Parce que. Il peut refuser, il a les droits, professeur. Attendez, refuser de signer l'ordonnance, dans quelles circonstances il va refuser de signer l'ordonnance? Il peut avoir ses raisons. Mais les gens vont continuer à travailler, ils vont continuer. Ils peuvent ouvrir un tas de motivations. Oui, mais le président de la République, s'il reçoit la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, il peut faire des observations. Point. Voilà. Il ne peut pas refuser de signer. Il peut faire des observations, éventuellement, et demander qu'on lui fasse. Et tout cela doit se faire dans le respect des règles, dans le respect des droits de la défense des personnes concernées. Professeur, vous l'avez dit dans votre dernière question, je rappelle que j'y étais d'ailleurs. À l'état actuel, professeur, selon pratique et pragmatique, Kilomba et Oboul ne travaillent pas. Vous êtes leur conseil, vous avez introduit les responsables du chef d'État. Vous ont-ils répondu, les membres du cabinet du chef d'État? Pardon, est-ce que moi je me suis adressé au cabinet du chef de l'État? Au chef de l'État, vous avez écrit? J'ai écrit au président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. Il vous a répondu? Mais ma lettre est entrée vendredi, je crois qu'il va me répondre. Et j'ai réservé copie au Premier ministre. Il va me répondre. J'ai réservé copie au président du Sénat et au président, à madame la présidente de l'Assemblée nationale. Tout ce monde va me répondre, certainement. C'est l'état de droit, justement. J'ai dit dans ma lettre que le président de la République a l'obligation de rapporter ses ordonnances. C'est ça l'état de droit. Le chef d'État doit être soumis lui-même aux règles de droit. Un chef d'État qui signe une ordonnance aussi importante comme celle-là, en violation de la Constitution. N'essayez pas de l'humilier un peu. Il le fait en violation de la Constitution. Justement, la Constitution a dit, celui qui le fait comme ça, il faut qu'il soit jugé. Il faut que ce soit jugé. C'est prévu dans la Constitution. Le président de la République n'avait qu'à s'assurer qu'il le faisait conformément à la Constitution. L'état de droit n'est pas, c'est pas moi, un leitmotiv ou un slogan propre au président actuel. C'est notre Constitution qui l'affirme. C'est une des préoccupations maîtresses de la Constitution, l'instauration de l'état de droit. D'ailleurs, la Constitution affirme que
la République démocratique du Congo est un État de droit. Comprenez? Donc les gens croient que c'est une invention que le président a amenée. Non, le président de la République veut simplement mettre en pratique ce que le constituant a décidé avec l'approbation du peuple congolais en 2005. Alors, voilà. Alors donc, le président de la République a l'obligation, il a même cette obligation devant Dieu, parce que le président de la République prête serment devant Dieu et la nation. Et il s'engage à respecter la Constitution, à défendre la Constitution. Alors lorsqu'il la viole lui-même, et que cela est démontré et prouvé, eh bien, le Sénat et l'Assemblée nationale ont le pouvoir de les mettre en accusation devant la Cour constitutionnelle. C'est deux cas de figure. S'il les rapporte, il n'ira pas au Sénat, ça nous a pour conférence. S'il ne rapporte pas, on va le convoquer. Parce que moi, je regarde votre correspondance que vous avez dressée sur l'État. Et si en vous répondant, on vous réserve une fête de non-recevoir, quelle est-elle devenir? Mais nous allons utiliser toutes les voies de droit, non? Nous avons dit dans notre lettre, nous pensons que le président de la République va rapporter. Moi, je connais le président de la République. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Il est entré dans ce bureau où vous et moi nous parlons, avec Kamere, François Mwamba, Vijay et Kabunda. Kabunda l'avait précédé dans ce bureau avec Moukeba, un Moukonkole. Ils sont venus avant, en éclaireur. Parce que moi, j'avais pris l'initiative de créer le collectif des candidats présidents de la République. Le candidat Tshisekedi voulait leur parler. Donc il est venu dans ce bureau. J'ai dit que le bureau était exigu. Nous sommes allés finir nos discussions dans la salle de l'église. Et à la fin, je lui ai montré les photos que vous voyez là, avec son père. Je lui ai dit, moi je me bats pour l'état de droit. Demandez à maman Marthe ce que votre père lui a dit à mon sujet. Et je lui ai dit que moi je n'allais pas retirer ma candidature, j'irai jusqu'au bout de ma candidature, mais bon, si Dieu l'avait choisi, il serait président de la République. Par contre, quelques candidats, après notre réunion, ont dit vouloir renoncer à leur candidature pour le suivre. Je l'ai appelé et je lui ai dit qu'il y avait certains de mes collègues candidats qui avaient opté pour une coalition ou une alliance avec lui. Moi, j'ai vu un homme humble et qui a du charisme. Kamere ne voulait pas prendre des photos. Le président m'a dit, enfin, à ce moment-là, c'est le candidat, mon collègue candidat. Il me dit, pasteur, moi, je veux bien prendre des photos avec vous. Je veux donc des photos avec le président. Nous sommes à deux dans la salle de l'église. Donc, c'est un homme qui écoute, qui peut revenir à sa décision. Bon, on ne sait pas s'il a changé entre-temps, hein, parce qu'il est devenu président de la République. Et il a d'autres paramètres. Là-bas, c'était un candidat. Est-ce que c'est le même homme? Ça, moi, je ne sais pas. Mais je me réfère à ce que j'ai vu, à l'attitude qu'il a eue, à l'humilité dont il a fait preuve, pour me dire que le président Tshisekedi, qui me connaît, sait que, il sait que j'ai été en prison pour avoir défendu la même chose, les mêmes valeurs. Sous Mobutu. Mobutu ne m'a pas mis en prison. Moi, j'ai demandé au président de la République, Mobutu Sese Seko, de démissionner. Les gens, je travaillais à la Banque centrale, les gens ont cru qu'on allait m'enlever, mais on ne m'a pas enlevé. Par contre, quand j'ai été amené en prison sous Laurent Désiré Kabila, pour avoir, entre guillemets, animé de prédications subversives, faisant l'outrage au chef d'État. Celui qui me lisait ça, c'est l'actuel général Moukoutou, qui était à l'époque président de la Cour d'ordre militaire. Voilà. Attendez que je finisse sur ce point. Donc, j'ai passé près de 7 mois à Makala, sous Joseph Kabila. Après que j'ai annoncé ma candidature, et j'ai été enlevé ici. On m'a amené à Makala. On m'a dit que je faisais de l'ombrage au président de la République. Lorsque je sors de là, je trouve refuge à l'ambassade d'Afrique du Sud. Je ne peux pas présenter ma candidature donc en 2006. Je ne peux pas la présenter à l'élection présidentielle ni aux élections législatives nationales. Je me présente aux élections provinciales. Dieu me prévient. Il me demande de voyager. Je vais voyager bien.
on est venu incendier la propriété. Il y avait une grande bibliothèque que j'ai préparée, qui serait aujourd'hui une très grande bibliothèque où beaucoup d'étudiants en droit viendraient trouver des informations. On a incendié. Je suis en train de réclamer 14 millions de dollars depuis. Bien sûr, à l'État congolais. Je réclame 14 millions de dollars à l'État congolais. Je réclame plus d'1,5 million $. Pourquoi? Parce que député, décide que je ne vais pas entrer dans l'Assemblée. J'ai été privé d'exercer mon mandat jusqu'à la fin. J'ai écrit au Premier ministre, Chibala m'a reçu, il m'a dit, nous allons te donner un forfait et nous allons te reconnaître comme victime de l'intolérance. Non, ça c'est pour dire que Tshisekedi sait que je me suis toujours battu pour un état de droit. Il le sait très bien. Et je réclame d'ailleurs d'être rétabli dans la Banque centrale. Nous avions eu un arrangement avec la banque. Comprenant deux volets, on me paie des dommages-intérêts et puis je regagne la banque. Ça c'est avec Massango. Au moment où je devais regagner la Banque centrale, on m'a créé devant avec le président de la République. On n'a plus jamais exécuté cette partie. Le gouverneur actuel, je ne sais pas pourquoi, il hésite, mais je me souviens que le président de la République, à travers un de ses collaborateurs, se préparait à me recevoir, j'ai parlé de Tshisekedi, pour que je sois rétabli au sein de la Banque centrale. J'attends que le président Tshisekedi me rétablisse parce que je suis victime de l'intolérance. Et aujourd'hui, on veut punir des gens par intolérance parce qu'ils réclament ce qu'il veut défendre, l'état de droit. Ce qu'il défend l'état de droit, ça signifie le respect des droits de l'homme et les droits pour les hommes de réclamer leurs droits et de les réclamer par toutes les voies de droit. Jusque-là, M. Noël Kilomba et M. Oboulou ont écrit une lettre au président de la République nous expliquant que du point de vue du droit, ils n'avaient pas à être nommés à la Cour de cassation. Et moi, ils m'ont donné le mandat de faire ce que je fais là. Oui, professeur, mais là, il y a un autre paiement, professeur. Ouais. On se rappellera, on a des infos à travers les gens qui préparent cette cérémonie, Boulou et Kilomba ont pris part aux préparatifs de ces cérémonies. Ils ont pris part, ils ont fait des entraînements, ils ont fait tout ce qu'on fait, le texte. Mais comment ils prennent part aux préparatifs, les jeux de cérémonie? Mais ils font le c'est-à-dire, ils ont consenti à la démarche, professeur. Ben, peu importe. On a le droit de... Ils viennent prendre part, ils ont des jetons pour le préparatif, et puis après... Non, mais le droit de se rétracter existe. D'abord, non mais attendez, quelle est la conséquence en droit du fait qu'ils ont participé à une préparation? Ça n'a aucune conséquence en droit. J'ai même appris, j'ai même lu dans le communiqué de la présidence qui était presque une menace voilée contre mes clients, qu'ils avaient été notifiés. Attendez, la notification c'est quoi d'abord? C'est une information qui vous parvient par un acte de procédure. Okay. On vous informe que vous êtes nommé pour pouvoir contester la décision. Mais réceptionner ou l'accepter, réceptionner l'acte. Ils ont réceptionné l'acte. Bon, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, ben, on accepte ou on n'accepte pas. Ils sont allés, d'après ce que vous dites, ils seraient allés, ils auraient pris part aux préparatifs, et après ils se disent, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on veut accepter ça alors que nous on est des juges constitutionnels et que la Constitution nous protège? La Constitution interdit qu'on nous nomme un emploi public. La Constitution interdit qu'on nous remplace en plein mandat, en dehors d'un tirage au sort. Donc c'est une violation de la Constitution. Alors ils ont écrit au président de la République. Nous maintenons notre mandat. Ben, ils n'ont pas reçu la réponse du président de la République. Ils ont cherché un conseil et j'ai accepté le mandat. J'ai étudié le dossier. J'ai écrit au président de la République. Et vous ne craignez pas que ça échoue, professeur, votre démarche pour défendre Kilomba? Si Tshisekedi, si Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, proclamé par la Cour constitutionnelle, alors que moi je disais les élections étaient irrégulières, qui a approuvé le processus que nous disions irrégulière et qui est devenu président de la République. Maintenant, si Félix Tshisekedi veut respecter l'état de droit, et surtout, s'il veut respecter la parole de Dieu, Dieu n'aime pas que l'on viole les accords.
Josué avait signé un accord avec les Gabaonites. Il n'aurait pas dû signer cet accord. Mais une fois qu'il avait signé, il devait l'appliquer. La descendance de Saoul a payé le prix. David a dû pendre les gens quand Dieu lui a révélé que les souffrances que Dieu imposait à Israël, c'était à cause des Gabaonites qui avaient été massacrés par Saoul. Ils ont été pendus. Vous comprenez? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé un accord avec celui qu'il considérait comme, comment je dirais, je cherche un mot, celui qui devait être, qui devait quitter le pouvoir. Il disait, c'est Kabila qui doit partir du pouvoir. Après, j'ai entendu Jean-Marc Kabound dire, celui qui critique le FCC, c'est un sorcier. Parce que le FCC m'a élu avec beaucoup de voix. Donc, ils sont allés signer un accord avec celui qu'ils considéraient comme n'ayant pas pratiqué le droit et la justice à la tête de l'État. Mais ils ont signé avec lui un accord. Et le président, ce que je me souviens, a mis la main sur le cœur et dit, je vous dis sincèrement, Kabila c'est quelqu'un de bien. Lisez son allocution sur l'état de la nation. Il dit, cet événement, c'est aussi le sien, parlant de Joseph Kabila. Il dit, le président de la République a fait quelque chose qui lui a admiré. C'est-à-dire, il a voulu qu'il y ait ces changements, n'est-ce pas, à la tête de l'État de façon pacifique. Il l'a loué. Il a signé un accord. Qu'il respecte cet accord. Dans cet accord-là, cet accord a donné lieu à une coalition, que l'on appelle ailleurs cohabitation, qui fait du Premier ministre le chef de l'exécutif avec lui. C'est un exécutif bicéphale. Et donc, seul le Premier ministre, et lui seul, pas quelqu'un d'autre, peut contresigner une ordonnance. Même qu'il laisse mandat son intérimaire. Non, d'abord, il y avait une autre. En l'occurrence, et il nous semble laisser de l'intérim à Gilbert. Il lui déléguait les pouvoirs, professeur. D'abord, en l'occurrence, le Premier ministre a précisé qu'il lui a donné un mandat limitatif. Premier ministre. Noir sur blanc. La déclaration du Premier ministre, à travers son collaborateur, son porte-parole, elle est claire. Il lui a donné un mandat, il lui a dit s'il y a un problème, vous m'appelez. Et le président de la République, comme le Premier ministre n'était pas empêché, il était à Lubumbashi. Vous imaginez le Premier ministre français qui quitte Paris pour aller à Strasbourg, vous dites qu'il est empêché. Voilà. Et donc, attendez que je finisse sur ce point-là. Le président de la République, non seulement il a signé cet accord, qu'il est lié devant Dieu, il a prêté serment devant Dieu de respecter la Constitution, de défendre la Constitution. Il va constater que les arguments que nous donnons sont valables. En toute humilité, comme il l'a fait pour la Caisse de solidarité, je crois. Il a rapporté les ordonnances qu'il nommait Ambongo et d'autres. Et voilà. Donc, le président de la République, c'est cet homme humble auquel moi je m'attends. Cet homme humble-là, il va tout à fait humblement dire, voilà, je rapporte. Ça c'est pas de l'humiliation, professeur. Attendez, est-ce que vous savez que moi, j'ai écrit à l'Assemblée nationale, demandé à Mme Mabunda, pour lui demander qu'à la rentrée parlementaire, elle présente les excuses au président de la République pour avoir permis le débat sur les ordonnances du chef de l'État, au motif qu'elle n'avait pas le contre-5 du ministre nommé, ce qui était faux d'ailleurs, alors que le ministre qui assume l'intérim, n'est-ce pas, peut signer, peut contre-signer. J'ai écrit tout un article de 70 pages pour dire qu'on ne doit pas traiter le président de la République de cette manière-là. À ce moment-là, on ne pouvait pas me reprocher parce que je défendais le président de la République. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, ce qui était... Je me souviens d'un pasteur avec qui j'ai prêché en Bujimaï, Kabalou. J'étais choqué que cet homme, moi, dise celui qui critique le président de Tshisekedi va mourir. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout ce que fait l'UDPS, tout ce que fait le président de la République, c'est bon. L'UDPS peut bloquer les gens sur le chemin pour qu'on salue les drapeaux de l'UDPS. Et quelqu'un va accepter ça. C'est inacceptable, ça. Que les gens de l'UDPS
arrête des militaires et les entendre. Je crois que le président de la République doit interdire ça et doit donner des instructions pour qu'on sanctionne les gens qui font ça. Donc, de même que nous avons critiqué Laurent Désiré Kabila, de même que nous avons critiqué Joseph Kabila, nous devons critiquer le président de la République et il doit accepter la critique dans un état de droit qui veut que la légalité, la démocratie, les droits de l'homme soient respectés. Alors, vous avez dit qu'il y a l'ordonnance a été signée par inadvertance ou en violant le 158, on vous le concède, c'est une lecture des juristes. Pourquoi ça a été fait? Ce n'est pas tout. Le chef d'État aurait été induit en erreur par qui, si on peut supputer? D'abord, ce n'est pas tout. Vous voyez, quand on est dans une coalition, n'est-ce pas? On sait que quand on est dans une coalition, l'adversaire, c'est le chef du gouvernement. Le chef de l'État doit faire presque de l'opposition. Il y a le cas de François Mitterrand. Et il y a aussi le cas de Jacques Chirac. François Mitterrand 2 fois. Il a eu Jacques Chirac, il a eu Édouard Balladur. Jacques Chirac voulait envoyer une compagnie militaire pour défendre son ami en Côte d'Ivoire. Ça devait être Bédier ou je ne sais pas qui là. Voilà. Mais Noël Jospin s'est opposé. Il a renoncé. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans la situation où le peuple a donné la majorité à son adversaire. Et son adversaire devient un chef de l'exécutif avec lui. Le président de la République. D'ailleurs, moi j'admire l'humilité du Premier ministre. Il est, si vous voulez, il essaie d'être très pacifique. Parce que Jacques Chirac, c'était la confrontation. Balladur, c'était la confrontation. Et Mitterrand était même fâché contre Balladur. C'est pour ça qu'il a soutenu Jacques Chirac aux élections. Voilà. Alors, par rapport à l'ordonnance de Kilomba et permettez que je finisse là. Ça a été une erreur et à quel niveau? Non, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Oui. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs de la même province que le président de la République, et du même parti politique que le président de la République, est en coalition. Comment un parti politique qui est en coalition va aller signer des ordonnances? Le chef de l'État, il était président de l'UDPS, M. Gancon est membre de l'UDPS, qui est en coalition au syndicat avec le FCC, mais vous allez vous mettre à deux pour signer une ordonnance dans un contexte politique et juridique. Dans un contexte politique et juridique. Oui, mais cela devait les arrêter. Cela devait les arrêter. Devait dire non, on ne peut pas faire ça. Politiquement, oui, c'est incorrect. On ne va pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Le Premier ministre n'est pas empêché. Nous allons attendre le Premier ministre. Il devait négocier. Le président de la République, il le dit qu'il faut négocier dans son allocution. Et il le dit dans l'acte qui nomme le Premier ministre. Il dit, vu la personnalité concernant le président de celui qui a été proposé. Alors, il devait négocier avec lui pour dire, non, moi, je voudrais avoir telle personnalité à telle fonction. Il négocie politiquement, on discute, et le Premier ministre contresigne. Ça va. Quand il l'a nommé à la Cour constitutionnelle, le procureur général appelle la Cour constitutionnelle, quand il l'a nommé, je crois, à la Haute Cour militaire, quand il l'a nommé aussi à la Cour de cassation, et même au Conseil d'État, je crois, mais c'est Inokamba, je crois, qui a contresigné. Donc ils se sont entendus. C'est ça qui devait se faire. Et je voudrais aussi relever une chose. Ces ordonnances-là disent, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, où est le PV? S'il y a un PV, il a été établi quand? Par quelle assemblée? Le Conseil supérieur de la magistrature. Non, mais attendez, on doit les sortir, c'est une pièce. Attendez, mais on sort des lettres du président de la République sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Mais où est-ce que l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenue? Où nous étions en confinement. Donc on peut craindre qu'il y ait un faux en écriture, une altération de la vérité. Professeur, qui répondez-vous à ceux qui se mettent dans la dernière question, à ceux qui estiment que les juges Kilomba et Okulo sont trop proches du FCC, ainsi que de tous les bords politiques, c'est le seul qui les défend? Tous les Congolais sont proches
d'un parti politique. Tous les Congolais, on ne peut pas leur reprocher ça. Moi, je suis un homme indépendant. Je suis un avocat. Et politiquement indépendant. Vous comprenez? Tout le monde le sait. Je suis un homme très indépendant. Si aujourd'hui, le président de la République me demandait d'exercer des fonctions, aujourd'hui, je renoncerai à mes ambitions pour me mettre au service, n'est-ce pas, de ses intérêts à lui, parce que j'aurais accepté. En ce moment-là, vous ne pouvez pas me dire que je suis objectif, parce que j'interpréterai tout en fonction de mon engagement auprès du président de la République. Si, par hypothèse, il y a des gens qui soutiennent ces gens-là, mais ça n'est du corps en aucun... D'abord, vous avez la preuve qu'ils sont soutenus par l'FCC. On a une déclaration dans les médias de Benoît Cambé. Mais attendez, les gens sont maltraités. Mais politiquement, le président de la République, en nommant, je vais aussi vous dire qu'un nul de plein droit, la nomination de deux personnes, de plus d'une personne d'une même province. S'il est établi que parmi les 3 juges que le président de la République a nommés, il y en a 2 qui seraient d'une même province, la nomination est nulle et de plein droit. Cela signifie que le président de la République veut contrôler la Cour constitutionnelle. Et c'est normal qu'il y ait les autres qui ne le laissent pas faire. Mais c'est un combat politique. C'est normal. S'il y a les gens du FCC qui se mettent à défendre le droit, parce qu'ils sont dans leur droit, le droit de Noël, Kilomba, et le droit de Ubulu, éventuellement, s'ils le font, c'est parce qu'ils savent que leur droit leur permet de rester à la Cour pour que politiquement, celle-ci ne soit pas contrôlée par le seul président de la République. Si l'IDPS ou le CACH se met à soutenir tel ou tel juge, c'est un combat politique. Savez-vous que ce qui correspond à la Cour constitutionnelle, je crois que ça doit être le tribunal constitutionnel en Suisse, ce tribunal-là siège publiquement devant les gens qui sont nommés là, doivent rendre compte de leur délibération aux partis qui les ont désignés. C'est comme ça. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est, si vous voulez, une juridiction, mais qui vient intervenir sur le plan politique, qui prend des décisions politiques. Attendez, cette Cour constitutionnelle, savez-vous qu'elle a déjà dit qu'elle a le pouvoir d'assurer la régulation politique? Dans l'arrêt rendu par cette Cour pour autoriser, en violation du droit, la CENI a reporté les élections. C'est pourquoi j'ai dit que les processus qui ont conduit à la proclamation de Félix Antoine Tshisekedi étaient irréguliers. Parce que ils avaient reporté les élections sans en avoir le pouvoir. Mais ils ont dit que la vie du peuple est au-dessus de la loi. Voilà. Donc... Vous avez raison pour ça, pour l'entretien. Aujourd'hui, Kilomba et Ubulu sont dans quel état d'esprit? Vous qui êtes leur conseil, quand vous échangez avec eux, ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont déçus, ils sont frustrés, mais ils gardent encore le moral. Non, d'abord, Ubulu est malade. Il était malade. Vous avez vu qu'il n'était pas signataire de l'acte de prise acte, si vous voulez, du document de prise acte de la démission démentie. Et jusqu'à présent, cette démission a été démentie. Le président de la Cour constitutionnelle a démenti sa démission. Ubulu n'était pas là parce qu'il était malade. La notification, on est allé lui apporter chez lui. Et l'homme que j'ai vu ici, il est encore souffrant, physiquement. Mais en plus, mon frère, comment on peut vous humilier comme ça, alors que vous avez servi la nation? On ne vous reproche rien. On n'a trouvé aucune faute contre vous. Comme ça, là, en violation du droit qui vous protège, on va vous nommer ailleurs. Vous privant de votre salaire. Il est privé de son salaire. Noé Kilomba, qui a proclamé, qui m'a dit à moi Théodore Ngoï, aujourd'hui, paradoxalement, je suis, c'est ironie du sort, je suis son conseil. Et je vais défendre son droit.
Et il est venu me consulter, comme il le disait d'ailleurs. Quand je plaidais devant lui, il a dit, vous êtes un grand juriste, vous êtes un homme compétent. Il l'avait dit, lors de cet échange avec lui. Et j'ai découvert d'ailleurs à l'occasion des échanges, que c'est vraiment un grand juriste, hein, un homme qui réfléchit très vite et qui réfléchit très correctement. Mais cet homme-là qui a dit que les résultats, si vous voulez, ma requête, y compris celle des Fayoulou, n'est-ce pas, la mienne n'était pas recevable, je crois que celle des Fayoulou n'aurait pas été fondée ou quelque chose comme ça, je crois. Bon, et c'est cet homme-là qui est allé s'asseoir avec le président de la Cour pour recevoir le serment du président. Et quand on les traite de cette manière, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? Parce que justement, les premiers avocats dans le monde, c'était des frères, c'était des évangéliques qui prêtaient serment sur les évangiles. D'où nous vient la robe noire, qui est une soutane? Parce que les premiers avocats portaient une soutane. Et ils prêtaient serment sur les évangiles pour défendre les humiliés et les pauvres de la société. C'est ça l'avocat. Et donc, Noël Kilomba, juge constitutionnel, qui a jugé non recevable et non fondé nos requêtes. Ma requête disant que les élections devaient être annulées pour irrégularité. La requête de Fayoulou qui disait avoir gagné l'élection et qui demandait le recomptage. Et c'est juge Noël qui a fait que les élections soient considérées comme régulières et que Tshisekedi soit proclamé président de la République, on devrait les traiter de cette manière-là? Est-ce que c'est juste devant Dieu et devant les hommes? Professeur, nous vous remercions. Merci. Voilà, c'est par ces mots de professeur Théodore Ngoï que nous mettons un terme à ce face-à-face. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Canal Kin Nkoy TV et sur Canal Kin en analogie et sur la TNT. Fidèle à nos programmes, bonsoir chez vous. Merci pour Théodore Ngoï d'avoir prêté sa verve oratoire et son intelligence pour cette émission. Nous vous disons merci et à la prochaine.